Mal aimé des rois qui craignaient Paris et ses révoltes, le Louvre a pris sa revanche. Avec plus de 72 000 mètres carrés d'exposition, il est devenu le plus grand musée d'art et le second plus visité du monde après la Cité interdite. Le roi François Ier fait démolir une ancienne forteresse construite à la fin du XIIe siècle pour faire place à une nouvelle résidence royale. En 1546, il confie le projet à l'architecte Pierre Lescot. Du bâtiment construit dans un style Renaissance, aux influences italiennes et françaises, il reste encore la façade de l'aile Lescot et la salle des Cariatides, qui accueille aujourd'hui la collection des statues antiques. Le Louvre n'a pas été bâti pour servir de musée. Il a été bâti pour être un lieu de pouvoir et de défense militaire. Quand on y entre, c'est comme entamer un voyage dans le temps. On pénètre un monde fantastique. Le lieu en soi l'est déjà. Puis quand on voit toutes ces œuvres qui incarnent l'histoire de notre civilisation, c'est comme se promener dans une encyclopédie. Sous Louis XIV, c'est Claude Perrault, frère du célèbre auteur des contes, qui tente d'achever la construction du Louvre, auquel il apporte une touche classique. On lui doit une colonnade conçue avec l'aide du roi, du ministre Colbert et du peintre Charles Lebrun. Mais le départ du roi Soleil à Versailles provoque l'abandon des travaux. Les académies des sciences et des lettres occupent petit à petit un Louvre déserté par la cour et qui se détériore rapidement. Pendant la Révolution, le Louvre est déclaré Muséum central des arts de la République et accueille les biens saisis à l'Église et aux émigrés. En 1802, il est rebaptisé Musée Napoléon. Le futur empereur, alors premier consul, enrichit les collections grâce aux prises de guerre de ses campagnes autour de la Méditerranée. En 1852, Napoléon III charge l'architecte Hector Marin Le Fuel de finaliser les travaux. Et en 1871, le célèbre palais a pratiquement la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Le président François Mitterrand engage d'importants travaux de modernisation du musée dans les années 1980. Le musée occupe désormais l'intégralité du palais du Louvre, mais doit s'adapter à un nombre toujours croissant de visiteurs. Le musée du Louvre prenait la poussière, avec ses salles et ses couloirs dans un style traditionnel. Et puis un jour arrive l'architecte Pey qui nous dit « On va mettre l'entrée en plein milieu et ouvrir des accès vers toutes les salles du musée. » La pyramide de verre et d'acier conçue par l'architecte sino-américain Léo Ming Pei marque les esprits. Construite au milieu de la cour Napoléon, elle mène vers l'entrée du musée et ses collections, tout comme les pyramides marquaient l'entrée des tombes des pharaons et de leurs trésors. Je peux comprendre les architectes et historiens, les gardiens de la tradition, qui ne veulent surtout pas qu'on y touche. Mais vous savez, l'histoire de l'humanité est faite d'une superposition de civilisations. Ces endroits sont des lieux de vie, ils doivent s'intégrer à la société d'aujourd'hui. C'est beau de pouvoir dire « j'ai visité un bout du passé », mais en adoptant le point de vue du monde d'aujourd'hui. Plus de 500 000 œuvres sont conservées dans les réserves du Louvre. Elles témoignent d'une créativité toujours renouvelée à travers l'histoire. En 2016, plus de 7 millions de visiteurs sont passés par la pyramide pour admirer les 38 000 œuvres exposées par le musée. L'insaisissable sourire de la Joconde reste de loin le plus convoité.